ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans le podcast Leur recherche, notre santé. Je suis Anna Zaitseva et je suis chercheuse au département d'économie appliquée de l'ULB, le DULBA. Au cours de ce podcast, nous allons tenter d'éclairer les enjeux actuels en matière de santé en donnant la parole à des chercheurs et des chercheuses. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre Gérand, professeur en psychologie de la santé à l'Université libre de Bruxelles. Pierre est docteur en psychologie de la santé de l'UC Leuven, sa thèse portant sur le burn-out des aidants et les mécanismes à l'œuvre. Son travail vise à mieux comprendre comment le fait de prodiguer les soins informels à un proche peut avoir une influence sur le bien-être psychologique. Bienvenue Pierre. Bonjour. Qu'est-ce qu'on entend exactement en fait par soins informels ? Alors, le terme soin informel, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Donc en Belgique, on utilise le terme d'aidant proche. En France, on parle plutôt de proche aidant. Donc on fait un peu le switch dans ce sens-là. En Suisse, on parle d'aidant naturel. Donc il y a plein de termes qui couvrent, toute une constellation de termes en fait qui couvrent ça. Et en fait, ce que ça couvre, c'est justement une réalité qui est quand même assez hétérogène, assez importante. Mais le dénominateur commun, je dirais, c'est de fournir une forme d'aide qui soit en général non rémunérée, donc c'est encore aussi cette complexité, à une personne en situation de dépendance ou en tout cas de perte d'autonomie suite à un problème de santé ou à un handicap ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment cette idée que du coup une personne ne peut plus subvenir à ses propres besoins pour une raison de santé ou une raison de handicap, et que du coup une autre personne, le proche aidant, ou la personne qui fournit cette aide informelle, vient justement fournir cette aide et du coup endosse un petit peu ce rôle d'aidant informel. Oui. Est-ce que c'est forcément un membre de la famille qui peut devenir un aidant proche ? Alors, la plupart du temps, ce sont des membres de la famille, mais c'est pas toujours le cas. Donc, la plupart du temps, c'est quand même plutôt les conjoints qui s'occupent d'une personne de leur famille, enfin de leur conjoint du coup. Mais c'est aussi les enfants qui s'occupent de leurs parents, donc typiquement dans les maladies neurodégénératives, et des parents qui s'occupent de leurs enfants. Et où là, le cas le plus courant, c'est évidemment l'exemple du handicap. Mais il y a d'autres situations, des plus petits pourcentages, on va parler par exemple de 5%, quelque chose comme ça, où c'est des situations en dehors de la famille, et donc c'est par exemple une voisine qui s'occupe d'une personne en perte d'autonomie et qui typiquement la famille du coup n'intervient pas là. Quelle est l'ampleur de ce phénomène en Belgique et dans d'autres pays de l'Union européenne ? Alors du coup la question de l'ampleur, c'est en elle-même une question très compliquée à poser. Enfin, en tout cas, à poser, ça va, mais je veux dire, à pouvoir y répondre de manière complète. Parce qu'en fait, les chiffres sont super hétérogènes en fait en fonction des études qui sont faites et en fonction des pays quand on en parle. Donc les chiffres pour répondre à la question, c'est entre 5% et 30% de la population qui est considérée personne proche aidante. Mais évidemment ce chiffre c'est hyper étendu et donc ça ne reflète pas tout à fait la réalité, ou en tout cas ça reflète des réalités qui sont extrêmement différentes. En Belgique, dans le cadre de l'étude dont on va parler ici, le chiffre qu'on a à l'heure actuelle, et c'est les chiffres de 2018, c'est de considérer que c'est 13% de la population adulte qui est considérée comme étant proche aidante. Et du coup, c'est un chiffre qui, en fait, semble aussi relativement vraisemblable parce qu'en tant que tel, il recouvre aussi une diversité de différentes intensités d'aide. C'est-à-dire que c'est à la fois au quotidien, je vais faire les courses de ma grand-mère, par exemple, et ça, c'est déjà considéré une assistance à une personne en perte d'autonomie, si c'est son cas, versus quelqu'un qui s'occupe vraiment H24, par exemple, de son enfant avec un handicap, et donc ça couvre vraiment cette diversité-là, donc c'est normal aussi qu'on puisse considérer que 13% de la population adulte puisse être considérée comme aidante. Justement, vous venez d'évoquer votre article publié dans BMC Health Services Research, donc on va discuter aujourd'hui. C'est une première étude utilisant les données belges qui vient d'une enquête nationale. Quels étaient les objectifs de votre recherche ? Alors, les objectifs en fait de cette recherche, c'était déjà de comprendre en fait quel est le profil sociodémographique des aidants en Belgique.
en se basant sur les données de l'enquête de santé, donc voilà, comme vous l'avez dit, de Cienzano, et qui est en fait un échantillon représentatif de la population. Représentatif, ça veut dire qu'évidemment on ne peut pas avoir tout le monde de la population pour participer à cette étude, mais c'est avoir une stratégie d'échantillonnage qui nous permet de se dire les 10 000 personnes dans ce cas-ci qu'on va interroger représentent la population en termes de répartition géographique, en termes de statut socio-économique, en termes de genre, etc. Et donc notre objectif, c'était de se dire, ok, on va aller regarder du coup quelle proportion de ces personnes-là sont proches aidantes. Donc voilà, ça c'était la première question de se poser, quelle est la proportion en fait. C'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre de 13% qui avait déjà été publié par Cienzano dans son rapport quand les chiffres étaient sortis. Mais aussi du coup de comprendre ce qui fait en fait, ce qui est associé au fait de devenir proche aidant en termes de profil sociodémographique justement, mais de regarder aussi ce qui est lié à l'augmentation du soin, en fait, l'intensité du soin, parce qu'on se dit, voilà, quelqu'un qui, comme je le disais tout à l'heure, fait des courses pendant une fois par semaine de temps en temps, c'est quand même pas une charge qui est énorme. Mais par contre, fournir de l'aide au quotidien, vraiment avoir un enjeu de surveillance aussi de la personne dont on s'occupe, etc. Là, évidemment, c'est beaucoup plus un point d'attention et on y reviendra. Mais donc, on voulait aussi comprendre c'est quoi, en fait, qui sont ces personnes aussi en fonction de ce profil d'aide et en fonction du type de bénéficiaire. Et le but, c'était aussi d'investiguer le lien entre la proche aidance et la détresse psychologique, en fait. Parce que notre objectif avec ça, c'était de remettre au centre de la considération, au centre du débat, par nos recherches, cette question aussi du bien-être psychologique des proches aidants et de comprendre s'il y avait éventuellement un lien entre le fait d'être aidant et le fait d'avoir une santé mentale, dans ce cas-ci, qui soit moins bonne que la population générale. Quel est donc le profil type d'un proche aidant, ou dois-je plutôt dire une proche aidante ? Exactement, donc c'est ça. La première chose, c'est effectivement l'enjeu du genre, c'est de pointer qu'un proche aidant, c'est avant tout une proche aidante, effectivement. Ce qui corrobore avec les chiffres qu'on peut trouver ailleurs dans la littérature et dans ce qui se passe dans d'autres pays, en Europe en tout cas. Et que, en fait, cette proche aidante, elle est plutôt âgée entre 45 et 65 ans. Grosso modo, ce qui est le profil aussi, le moment le plus à risque en fait, ce qu'on appelle le moment un petit peu sandwich, c'est une expression un petit peu cocasse, mais c'est vraiment cette idée d'être à la fois dans une situation où on a des parents à ce moment-là qui sont en perte d'autonomie en général, ou en tout cas les problèmes de santé commencent à s'intensifier, et aussi le fait que c'est le moment, notamment pour les hommes, où il commence à y avoir des problèmes cardiaques, etc. Donc on commence à avoir aussi une augmentation de la dépendance au niveau horizontal, donc au niveau de la même génération. Et c'est des personnes qui peuvent avoir déjà des enfants, en général elles les ont déjà à ce moment-là, et où ces enfants peuvent continuer ou non d'avoir des problèmes. Donc en fait, l'idée c'est que la personne aidée du coup peut se retrouver à ce moment-là de la vie, à la fois dans la génération d'au-dessus, dans la même génération et dans la génération d'en dessous. Et donc cette fourchette de 45-65 ans est vraiment critique par rapport à ça. Et ce qu'on constate aussi, c'est que d'après les données qu'on avait, le fait d'être sans emploi est associé au fait d'être proche aidant. On pourra le discuter, mais en fait, l'enjeu du sans-emploi, on ne sait jamais dire, dans ce cas-ci, si c'est la cause ou si c'est la conséquence. Donc, l'enjeu du sans-emploi, c'est vraiment cette idée que tout ce qu'on sait, c'est que dans certaines situations, des personnes, au fur et à mesure que l'aide augmente, elles vont se retrouver dans une situation où elles vont tendre à réduire leur temps de travail pour passer plus de temps avec leurs proches. Mais parallèlement, ce qu'on sait aussi, c'est que dans ce qu'on appelle le processus de désignation de l'aidant principal, donc c'est-à-dire comment est-ce que quand une personne en perte d'autonomie commence à avoir de plus en plus de perte d'autonomie, mais qui s'en occupe en fait, eh bien, dans cette perspective-là, c'est aussi de se dire, c'est les personnes qui sont déjà sans emploi, qui le plus souvent sont désignées ou sont auto-désignées par elles-mêmes, comme on dit, comme étant... comme pouvant devenir en fait justement la personne proche aidante. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là qu'on a pu mettre en évidence. Enfin, en tout cas, on voyait bien le lien au sans-emploi, mais c'est justement on peut l'interpréter de ces deux manières-là. Et le dernier point d'un point de vue du profil, en fait, c'est l'idée que c'est plus souvent des personnes avec un niveau d'éducation moyen à élevé. Donc là, il y a beaucoup d'interprétations qui peuvent être faites là-dessus. Et la première que nous on fait et qu'on aime rappeler, c'est l'idée du gradient socio-économique de la santé. De dire, en fait, c'est cette idée qu'au plus on a un niveau d'éducation, en tout cas un niveau socio-économique qui soit élevé, au mieux on est en santé.
Et dans ce cadre-ci, ça veut dire aussi que au plus on a un niveau socio-économique élevé, au plus en fait les personnes continuent d'être en relative bonne santé, mais en tout cas avec une perte d'autonomie. Et en tout cas, pour le dire platement, les proches sont encore vivants à ce moment-là. Et donc c'est aussi une plus grande probabilité de se retrouver dans une situation de perte d'autonomie, parce que les personnes sont certes toujours vivantes, mais avec une perte de qualité de vie, comme on dit, et qui fait que donc il faut que quelqu'un puisse s'en occuper en fait autour de ça. Il y a aussi des répartitions de ce qu'on avait observé en termes de zones géographiques, avec un profil assez intéressant en termes de se dire qu'en fait être aidant c'est plus fréquent dans les zones urbaines denses ou dans les zones rurales. Et donc on avait en fait cette espèce de dualité où en fait il y a toute la zone périphérique entre guillemets où là il y a moins en fait de situations d'aide. Et ce qu'on constatait, c'était que la plupart du soin est fourni en dehors du domicile. Et ce qui correspond justement avec ce profil de la génération sandwich, entre guillemets, à ce moment-là, dans la mesure où ça met en évidence que c'est surtout à ce moment-là de s'occuper des parents, en fait, même s'il y a évidemment des personnes au domicile, mais c'est vraiment le reflet, en tout cas, de ce profil-là. En parlant des profils types, est-ce qu'on connaît aussi les pathologies des personnes dont elles s'occupent, les aidantes proches ? Alors ici, on n'avait pas en fait dans cette étude-là le profil des personnes dont les aidantes s'occupaient, ce qui constitue une limite majeure. Donc voilà, on sait jamais faire de la recherche parfaite parce qu'en fait cette étude-ci, elle est basée sur les données de l'enquête de santé, comme on en parlait tout à l'heure. Et en fait là-dedans, ça se centre sur l'individu. Sur l'individu ici, la personne proche aidante, et donc on n'a pas l'info là-dessus. Mais c'est pour moi l'occasion de rappeler en fait qu'être proche aidante et proche aidant aussi par extension, c'est vraiment une énorme diversité de situations parce que ça couvre des situations de handicap, le fait de s'occuper d'une personne âgée, le fait aussi d'avoir des maladies chroniques, parce que souvent c'est quelque chose qu'on ne considère pas, la maladie mentale aussi, les troubles de santé mentale, etc. Donc tout ça en fait amène à toujours poser la question en fait de la présence de proches aidants ou d'aidants proches en tout cas autour en fait de cette personne qu'on considère là. Donc ici, dans ce cas-ci, on n'a pas la réponse. Mais en fait, à se dire, quand on regarde les chiffres en fait, d'incidence de plein de pathologies ou de troubles du développement ou quoi que ce soit, quand on regarde ça en Belgique, c'est la question de toujours se dire, derrière cette personne, il y a en général un système et en tout cas au moins une personne désignée qui est la personne aidante. Et donc ça peut permettre aussi d'aborder en fait cette question-là. Donc on peut parler de la détresse psychologique qui est aussi un objectif de votre recherche. Donc vous avancez deux hypothèses, ou vous confrontez deux hypothèses. Donc on parle du fardeau de l'aidant versus un aidant en bonne santé. Pourriez-vous nous expliquer et dire laquelle de vos hypothèses est confirmée ? Alors, comme souvent, je vais donner une réponse un petit peu en demi-teinte, une réponse de chercheur. Mais en tout cas, les deux grandes théories, entre guillemets, qu'on confrontait, la première, c'est effectivement celle du fardeau, ou en tout cas du fait que être aidant amène à une moins bonne santé. Et tout ça vient en fait de cette littérature et de cette réflexion sur la question du stress, vraiment en se disant, fournir des tâches d'aide, c'est intéressant, c'est chouette, c'est riche et socialement, mais ça représente un stress évidemment plus important que les personnes qui n'ont pas cette situation-là, qui ne sont pas dans cette situation-là. Avec cette idée que pour une personne qui l'a déjà vécu, par exemple, c'est assez évident que même de devoir simplement aller faire les courses que j'évoquais tout à l'heure, c'est déjà quelque chose qu'il faut squeezer dans une semaine qui est déjà en général bien remplie. Donc c'est vraiment cette perspective-là, en se disant, au plus en fait l'aide est intense, au plus on s'attend à ce que la santé de la personne aidante, dans ce cas-ci, soit mauvaise. L'autre perspective, c'est celle de ce qu'on appelle l'aidant en bonne santé. Donc, c'est cette idée qu'à l'inverse, ces deux processus qui sont en parallèle, c'est de se dire, fournir de l'aide à quelqu'un, c'est un petit peu la plus belle chose humaine qu'on puisse faire, si je peux dire ça comme ça. Et que donc, en termes de connexion sociale, en termes de vivre en accord avec ses valeurs, en termes de justement être là pour l'autre et donner son temps pour l'autre, ce qui est quand même extrêmement précieux en tant qu'humain, que ça aurait un effet protecteur. Et que donc justement tout cet aspect de donner en fait justement aurait un effet protecteur tant sur la santé physique que sur la santé mentale des deux côtés. Et ça fait écho avec des recherches qu'on peut trouver par exemple dans le bénévolat. C'est-à-dire, en fait dans le bénévolat, on sait que ça apporte du bien aux gens de justement donner de leur temps, etc. Mais qu'il y a une sorte de risque aussi justement de trop s'impliquer et de s'épuiser là-dedans.
Et donc, ce que nos résultats montraient ici, c'est cette idée que être aidant en soi n'est pas particulièrement associé à une détresse, en fait. Ce qui était quand même une bonne nouvelle, quand même, de dire qu'on ne va pas dire tout de suite que 10% ou 13% de la population est d'office à risque en tant que tel. Mais par contre, ce qu'on mettait en évidence, c'est que une fois qu'on considère l'intensité de l'aide, c'est-à-dire typiquement, nous on calcule ça avec le nombre d'heures en fait qu'on passe par semaine à fournir de l'aide. Là, par contre, il y a un lien avec cette idée que le seuil qui est utilisé le plus souvent, c'est le seuil de 20 heures par semaine. Donc 20 heures par semaine, c'est quand même, qu'on s'arrête là, c'est quand même vraiment énorme. C'est l'équivalent d'un bon gros mi-temps déjà de fournir de l'aide, et qu'on considère que ça, c'est un peu un moment de bascule. Et dans la littérature, c'est ce qu'on observait dans des petites études, etc. Mais ici, sur notre gros échantillon avec des milliers de personnes, on constate effectivement que ce seuil de 20 heures par semaine constitue un point de bascule, en fait, en termes d'intensité. Et donc, ce que ça met en évidence, c'est évidemment que la question de l'intensité, ça compte beaucoup. C'est pas juste le fait d'avoir le label, entre guillemets, d'être aidant. Mais en même temps, je veux pas non plus qu'on s'arrête là. Je veux pas juste qu'on dise c'est juste les gens à partir de 20 heures par semaine où il faut s'en inquiéter. Déjà, le seuil du 20 heures, il est un peu arbitraire parce que voilà, ça dépend aussi dans quel contexte. C'est un seuil américain à la base où la semaine elle fait 45 heures. Et où chez nous, évidemment, le mi-temps, entre guillemets, il est pas le même. Mais au-delà de ça, c'est surtout la question de pointer la nuance, en fait. De dire, c'est pas juste être aidant qui peut poser problème en termes de santé mentale, en termes de santé physique, c'est aller chercher justement ce qui fait la complexité, en fait, justement, de ce rôle-là. Et en ça met en évidence la nécessité d'aller encore plus loin, en fait, dans la compréhension de ça. Parce que ce que nos résultats ils mettent en évidence aussi, au-delà de cette question de la détresse, c'est que le profil socio-démographique des personnes, que je citais tout à l'heure, détermine qui va devenir aidant. Est associé à qui va devenir aidant, dans le sens où c'est l'entrée dans les danses, ce qu'on dit. On appelle ça l'entrée dans les danses. Donc, c'est-à-dire au début, ça commence en général par un petit peu. Ça commence par certaines tâches, etc. Puis après, au fur et à mesure, d'autres tâches, en fait, viennent se greffer là-dessus. Et la question de l'intensité qu'on regarde ici, l'intensité n'est pas prédite par le profil sociodémographique des gens, mais elle est prédite plutôt par, justement, le parcours d'aide et par, justement, cette évolution, en fait, au fur et à mesure du temps. Et donc, ce qu'on met en évidence par cela, et du coup le point d'attention qu'on a, c'est de dire les caractéristiques de l'aide doivent aussi être prises en compte. Et donc, dans les approches actuelles, on se centre beaucoup sur les patients, sur le niveau de dépendance des patients, etc. Mais nous, ce qu'on rappelle ici, c'est de se dire, et c'était illustré par cette idée horaire, cette idée 20 heures par semaine, c'est aussi qu'est-ce que font les aidants, en fait, là-dessus. Faire les courses, c'est pas la même chose que faire la toilette intime. Et donc, on voulait faire ce rappel aussi, justement, par rapport à ça. Et donc, c'est vraiment pour nous un appel à la nuance, en fait, par rapport à ça. Est-ce que vos résultats sont dans la lignée des études précédentes, donc des études américaines ou européennes dont vous avez parlé? Alors, en partie, évidemment, parce que ça va quand même avec cette idée de l'intensité, ou en tout cas de mettre en évidence qu'il y a un lien, en fait, entre le fait d'être aidant et qu'il puisse y avoir une détresse, en fait, chez les personnes. Mais ce que ça nuance aussi, justement, c'est cette idée des 20 heures. C'est de se dire, c'est pas tout le monde, en fait. Tandis que, plein d'études, il y a cette idée qu'on veut mettre en évidence que les aidants sont en détresse. D'un point de vue de recherche, d'un point de vue de policy making, on a envie de pouvoir dire, porter cette attention aux gens, en fait, là-dessus. Et donc, du coup, j'en fais partie aussi, mais je dois quand même être honnête avec les chiffres qui sont là, c'est de dire, en fait, tout le monde n'a pas besoin de l'aide, en fait, justement. Et que, du coup, dans la littérature, il y a tout eu ce champ, justement, on en parlait de l'hypothèse du fardeau, entre guillemets, de pointer, être aidant, c'est pas bien, être aidant, ça fait du mal aux gens, etc. Et ici, on vient dire, ok, par rapport à la littérature, on vient un petit peu confirmer cette partie-là en termes d'intensité horaire, de dire, si on passe beaucoup de temps, c'est quand même dommageable. Mais en même temps, il y a tout plein de gens chez qui ça va, en fait. Et donc, par rapport aux autres études, notre appel est à la nuance, comme je le disais. Mais c'est aussi de se dire, dans ces gens qui vont bien, ou qui vont aussi bien que la population générale, est-ce que ça cache, en fait, des gens qui vont beaucoup mieux que la population générale par rapport à l'hypothèse
de l'aidant en bonne santé qu'on citait tout à l'heure, ou est-ce que c'est juste que c'est des gens normaux, en fait. Et donc ça, on le sait pas. Et ça, c'est évidemment des perspectives de recherche à l'avenir. Et justement, avec cette idée d'apporter de la nuance, de la complexité, c'est vraiment cette idée de pas juste s'arrêter en fait à un label, pas juste s'arrêter à un chiffre, ce qui est souvent l'enjeu de la politique publique et de ce genre de choses. Merci. Je pense que votre recherche a un grand impact sociétal, mais est-ce qu'il y a des implications en termes de politique publique ? En Belgique, il y a un statut officiel de proche aidant qui existe depuis 2019. Est-ce qu'il est suffisant ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Grosse question, évidemment. Parce que quand on travaille dans le domaine de la proche aidance, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue associatif ou moi en recherche et mes collègues, c'est de se dire qu'au même titre que les personnes, les parents en fait, qui élèvent des enfants, les proches aidants rendent un service absolument incalculable en fait à la société et au système de soins à l'heure actuelle. Et quand par exemple, quelqu'un est hospitalisé pendant 3 jours et puis après on le renvoie à la maison, et bien voilà. Et donc, on est typiquement dans une situation où on doit s'appuyer sur un système d'aide informelle. Et sans ce système d'aide informelle qui est présent, on suppose qu'il est présent pour la plupart des gens. Maintenant, on augmente quand même le fait de vérifier qu'il y a bien quelqu'un qui puisse prendre cette charge. Eh bien, la présence de ce système est évidemment indispensable à la pérennité en fait, du système de soins à l'heure actuelle. Donc, la recherche qu'on a ici, évidemment, une petite contribution à ce thème-là. Mais le premier point, c'est de se dire, ok, 13% des adultes en Belgique sont dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en détresse, on en parlait juste avant, mais ça veut quand même dire que c'est 13% de la population qui est dans une situation spécifique. Et justement, qui peut se retrouver dans une situation où ça va devenir problématique pour elle. Et donc, nous ici, on parlait de la détresse, mais dans d'autres travaux, ce qu'on met aussi en évidence, c'est que, et ça fait écho à la littérature, c'est de se dire, en fait, aussi, au plus ces personnes-là sont en détresse, au moins elles ont envie de continuer, en fait, leur rôle d'aidant. À titre individuel, évidemment, les gens sont en détresse psychologique, donc c'est déjà un enjeu. Juste des individus en détresse psychologique, c'est a priori pas trop ce qu'on désire à l'heure actuelle dans la société. Mais d'un point de vue de santé publique, se dire, c'est des personnes qui vont de plus en plus avoir recours à des placements temporaires en maison de repos, à des hospitalisations en séjour court, et ce genre de choses, évidemment, ça va refaire venir ce coût sur la collectivité. Et donc, du coup, le fait de pointer ça est pour nous, et je vais répondre à la question, mais c'est pour nous, d'abord et avant tout, un appel à ne pas oublier, en fait, ces personnes-là, qui sont souvent dans l'ombre, tout simplement. Et donc, c'est d'apporter justement de la visibilité aux proches aidants par rapport à ça, et de se dire que la reconnaissance du statut qui est effectivement arrivée en 2019, elle est arrivée avec assez peu de choses, en fait. Il y a une reconnaissance, mais les personnes ne voient pas trop l'intérêt, en fait, de demander ce statut, parce que il y a déjà une charge administrative qu'il faut faire et faire une reconnaissance, ce genre de choses. Mais une fois que la reconnaissance est obtenue, en fait, ça n'amène pas à grand-chose à l'heure actuelle. Il y a ce qu'on appelle le congé thématique aidant. Le congé thématique aidant, c'est un peu l'équivalent du congé parental, de dire, voilà, on peut prendre, dans ce cas-ci, je crois que maintenant c'est 3 ou 5 mois, ça a changé, tout au long de sa carrière, donc sur toute sa vie. On peut prendre 3 à 5 mois, en tout cas quelques mois, de temps pour fournir cette aide qu'on peut étaler, ce genre de choses. Donc ça c'est bien, mais donc déjà dans plein de réalités professionnelles c'est pas possible. On le mettait en évidence tout à l'heure, toute une partie ne travaille pas, donc c'est pas une question. Plus généralement, la question c'est comment valorise-t-on en fait ce travail pour la société? Comment valorise-t-on, je disais ce travail, c'est justement la question. C'est une question ardue où il y a des personnes qui veulent que ce soit reconnu comme une sorte de travail, ou en tout cas une contribution à la société. On pourrait même parler en termes de PIB, certains font le calcul. Du coup, nécessairement, c'est de dire, on peut peut-être pas payer les gens, mais en tout cas, est-ce que les personnes qui sont sans travail suite à cette situation-là, est-ce qu'on ne peut pas les accompagner d'une certaine manière, ou en tout cas reconnaître leurs droits, par exemple, à la pension, au chômage, ce genre de choses. Et de l'autre côté, toute une partie des personnes, et je fais partie des gens qui sont un petit peu entre les deux, qui disent c'est pas du travail non plus. Il ne faut pas non plus essayer de professionnaliser un lien humain, le fait de donner de son temps à son proche, etc. Donc, il n'y a pas de solution évidemment facile, et ce n'est pas mon but ici de trancher, mais c'est
l'idée en tout cas de rappeler qu'il faut accompagner ces personnes-là. Et donc cette idée du statut de 2019 met déjà la focale là-dessus, en disant ces personnes-là sont particulières. Voilà, elles ont des besoins quand même, elles rendent un service à la société. Et la question c'est comment est-ce que la société peut les accompagner, peut les aider en fait, elles, à aider elles-mêmes dans leur rôle. Donc c'est évidemment un truc un petit peu qui se tourne, qui se tourne un petit peu autour, mais c'est cette idée-là. Et c'est aussi cette idée que ces personnes, même si on a toute une partie qui sont retraités ou qui sont sans emploi, il y a aussi une proportion non négligeable qui est toujours sur le marché de l'emploi. À l'heure actuelle, il n'y a pas de mesures structurelles qui permettent en fait justement de faire cet accompagnement et d'aider les gens à faire cette espèce de maintien d'équilibre entre une vie professionnelle qui soit épanouissante et qui soit rémunératrice aussi, parce que c'est quand même ça l'enjeu, de contribuer justement à faire son travail, et en même temps de continuer à pouvoir faire cette aide des deux côtés, de justement savoir comment est-ce qu'on peut juguler un petit peu les deux. On le voit par exemple ici à l'université, il y a dans les étudiants à besoins spécifiques, il y a le statut d'étudiant aidant, de dire justement on est dans une situation particulière. Et donc c'est quand même de reconnaître que sans que ce soit un passe-droit non plus, c'est quand même quelque chose qui impose à certaines contraintes et donc on doit pouvoir en fait accompagner ça. Merci beaucoup Pierre. Pour terminer cet épisode, on voudrait vous poser une dernière question plus générale qu'on a posée à toutes les personnes qui passent dans ce podcast. Quelle est la place de la recherche scientifique dans le débat public ? C'est évidemment une énorme question et où c'est pas facile d'y répondre. Mais je pense qu'il y a 2 points principaux pour moi. Le premier, c'est d'apporter un temps long. C'est nécessairement de dire la recherche impose un temps long, en disant tout ce qu'on fait doit en fait être considéré à plat, prendre le temps de regarder ce qui se fait, de regarder comment est-ce qu'il faut faire, de regarder c'est quoi l'enjeu, etc. Et pour ça, on a besoin de chiffres, pour ça, on a besoin d'informations, on a besoin justement de cette nuance. Et aussi, la place de la recherche scientifique dans le débat public, c'est avant tout, pour moi, une contribution de complexité et de nécessaire considération que rien n'est simple, ce qui est super embêtant en termes de politique publique, évidemment. Mais c'est avant tout une considération à se dire, comme je le pointais ici, il n'y a pas de réponse unique, il y a un enjeu, et même cet enjeu, il est pluriel, de dire les situations d'aide sont super différentes, etc. Donc on ne peut pas avoir de réponse unique en fait à cette situation-là. Et en même temps aussi en termes de comment est-ce qu'on les soutient, il n'y a pas de réponse unique. Et donc l'histoire de la complexité, enfin cet enjeu de la complexité pour moi, c'est de se dire aussi, d'avoir la nécessaire autocritique, le rappel de cette autocritique, de se dire tout ce qu'on fait doit pouvoir être évaluable aussi. Et donc c'est pas toujours très agréable, je pense, de faire ce rappel-là, mais c'est pour ça que la recherche, on est beaucoup à considérer que c'est un contre-pouvoir aussi, que le 4e, je crois que c'est le journalisme, un petit peu que l'université, la recherche, entre guillemets, ce serait le 5e, avec cette idée de justement fournir des données et venir questionner en fait les choses qui se passent dans la société au sens large, quels que soient nos domaines. Si le sujet de la santé publique en Belgique vous intéresse, vous pouvez vous abonner à notre podcast. Et pour en savoir plus sur les recherches menées par le DULBA, n'hésitez pas à consulter notre site internet et à nous suivre sur nos réseaux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Leur Recherche, Notre Santé, réalisé par Anna Zaitseva avec Mariana Bargado au montage. Merci à tous ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin.